Apparemment, c'est pas ce que j'avais mis. Donc, c'est un ECG, 12 dérivations. Et le rythme... J'ai mis que le rythme était irrégulier. Vous l'entendez là? Donc, ECG, 12 dérivations. Héloïse, pardon. Voilà, ça c'est fait. ECG, 12 dérivations, c'est bon. Rythme irrégulier. J'ai mis non sinusal avec un axe gauche. Une bradycardie à 30, 35. Et moi, en fait, j'avais mis un BAV3, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Donc elle avait vu, pour elle, ne voyait pas les ondes P, un rythme plutôt irrégulier à 30-35 par minute. Est-ce que tout le monde est d'accord? Toujours 1. Donc ECG 12 dérivations, est-ce que le rythme est régulier? Alors moi j'ai dit qu'il y avait, il est régulier mais il y a une absence d'onde P, le QRS c'est fin, il est d'axe gauche, le QT est allongé mais la fréquence cardiaque est en basse, faut peut-être calculer le QT qui a bougé. Les ondes T sont amples mais asymétriques. J'ai mis que c'était un échappement jonctionnel à rythme régulier. D'accord, donc les ondes P, si on les voit dans une seule de toutes les dérivations, ça suffit pour dire qu'on les voit, que le rythme est sinusal. En D2, on voit les ondes P devant chaque QRS. Ouais. Donc le rythme est sinusal. Il suffit d'une seule dérivation. Vous trouvez celle où vous voyez le mieux les ondes P, et ça vous suffit à interpréter en ECG, savoir s'il est sinusal ou pas. Donc là, il est bien sinusal, régulier. Bradycarde, oui, à 30-35 par minute, oui. Le QT long, alors là, je vous l'accorde, on ne pouvait pas calculer le QT corrigé parce que vous n'avez pas les calculettes pour la racine de R sur R, mais on pouvait le compter, il est à 1000 millisecondes, c'est long. Donc on est dans le cadre d'une bradycardie sinusale à 30 par minute avec un QT long. Est-ce que tout le monde est d'accord? Question 2. Oui. En fait, devant, par exemple, si on regarde je sais pas, en V6 ou en AVL, est-ce qu'on n'a pas un petit crochetage juste après l'onde T? Et ça pourrait pas être, par exemple, une onde P ou Non. Non, te pose pas trop de questions. Tu as une onde P en D2 qui est devant chaque QRS. Chaque QRS précède une onde P. C'est un rythme sinusal. Je vois pas... Oui. L'axe est gauche. D'ailleurs, pour beaucoup, vous avez mis mi-bloc antérieur gauche. Oui, hein, il y a une onde S en V5, V6, un axe hyper gauche. Donc il y a un demi-bloc antérieur gauche. Pardon. Non, avec les ondes S en V5, V6. Dans les dérivations latérales basses. Onde S en dérivation latérale basse, axe hyper gauche, égale demi-bloc antérieur gauche. La question c'est le QT se calcule au début ou à la fin de l'onde T. C'est du début du QRS à la fin de l'onde T. Alors, question 2. Ah, ça a sauté. Bon. J'ai mis donc, le CG, on a des QRS larges avec un axe qui n'est pas régulier. J'ai mis torsade de pointe. Voilà. Alors, torsade de pointe, oui, parce que... c'est des QRS, c'est des complexes QRS larges avec un axe, qui donne l'impression de tourner autour d'un axe. Je sais plus comment. Donc on a des complexes QRS larges, effectivement. Ils sont réguliers et donc il y a une rotation des pointes des QRS. Quand vous prenez les pointes de tous les QRS, si vous les dessinez, vous pouvez faire une sorte de sinusoïde. C'est une rotation axiale, d'où le nom de torsade. Torsade de pointe, ça dessine des torsades. Si vous prenez l'électro, vous prenez vos QRS, là ça fait une sorte de torsade. D'accord, d'où le nom torsade de pointe. Ce qui est évocateur là, que personne n'a souligné, le rythme, au début, on a
un QRS qui est sinusal, une onde P suivie d'un QRS. On a une extrasystole ventriculaire qui tombe dans l'onde T, et là, le trouble du rythme part. Ça, c'est typique de la torsade de pointe. Le fait que ça tombe dans l'onde T, une période, donc la période de repolarisation, qui est une période fragile pour le ventricule, et derrière, ça déclenche le trouble du rythme. L'autre chose qui est typique de la torsade de pointe, c'est que le facteur prédisposant principal, c'est la bradycardie et le QT long. Donc quelqu'un qui est très bradycarde, qui a un QT long et qui fait un trouble du rythme, et a fortiori, si le trouble du rythme, il y a une rotation axiale du QRS, c'est une torsade de pointe. Donc la torsade de pointe, c'est une tachycardie ventriculaire un peu particulière, puisqu'elle est déclenchée dans le cadre des bradycardies et des QT longs. Donc le diagnostic, torsade de pointe par secondaire à une bradycardie, et ce qu'ils appellent par phénomène R sur T, c'est-à-dire que le QRS tombe dans l'onde T. Question 3. Oui, l'autre chose importante qu'il fallait signaler dans la question 2, dans le diagnostic, tu as peut-être dit dans ta réponse. Donc là, on a le diagnostic électrique. Donc on a un trouble du rythme. Qu'est-ce qui est important à préciser en cas de trouble du rythme ventriculaire? Si c'est bien toléré. Ça ne va pas être la même prise en charge s'il est bien toléré, s'il n'est pas bien toléré. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, il est bien toléré. Elle est consciente avec une bonne pression artérielle. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est de la TV après la torsade? Non, c'est de la torsade tout le temps. Mais la torsade est une forme de TV. J'insiste. Question 3. Oui. Donc c'est une urgence. Franchement, je sais pas trop. Donc oui, c'est une urgence vitale, on est d'accord. Non, mais je sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire en cas de torsade de pointe? Bien toléré. Donc la cause qu'on a dit, c'est la bradycardie sinusale, enfin la bradycardie. Donc l'enjeu, c'est d'accélérer la fréquence cardiaque. Donc l'isuprel, qui est chronotrope positif, ça se met à la seringue électrique. Donc ça, oui, c'est très important. Et on va... Autre chose? Alors le coup de poing, quand ils sont conscients, c'est pas très sympa. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on donne dans ces cas-là? Magnésium. Du sulfate de magnésium en IV, et on supplémente en potassium de façon systématique. Parce qu'on sait que l'hypokaliémie, c'est un grand facteur favorisant de la torsade de pointe. Donc ça, c'est les sulfates de magnésium, parce que ça stabilise les membranes. Donc ça va stabiliser ta torsade. Alors, au moment du trouble du rythme, si tu as ta kaliémie, tu vas t'adapter à ta kaliémie. Donc si tu as une kaliémie à 5, évidemment, tu ne supplémentes pas. Mais en général, au moment du trouble du rythme, tu n'as pas ta kaliémie, et on sait que l'hypokaliémie est un facteur... aggravant, donc tu supplémentes de façon systématique. Non. Jamais. Non, il n'y a pas de torsade de pointe dans l'hyperkaliémie. Donc c'est une urgence vitale. Il faut être toujours systématique aussi. Ça, c'est un petit quelque chose qui manque dans beaucoup de vos dossiers. Essayez de classer vos idées. Il y a plein de bonnes idées, mais elles ne sont pas toujours très bien organisées. Donc le jour J, ils aiment bien quand c'est bien rangé les choses. Donc souvent le schéma proposé, c'est ce que vous faites très bien, mise en condition, traitement spécifique, traitement symptomatique, traitement préventif, etc. Ça, vous ne l'avez pas tous toujours bien fait. Donc on l'hospitalise, vous êtes d'accord? Où ça? En USIC. On surveille? Qu'on la scope? La torsade de pointe, le risque, c'est la dégénérescence en fibrillation ventriculaire. Donc il faut que la patiente elle soit scopée. Ça, c'est indispensable. Donc on a dit le traitement spécifique, le sulfate de magnésium, la recharge potassique et accélérer la fréquence cardiaque avec l'isuprel. Traitement étiologique, donc arrêt des bêta-bloquants. Ça, c'était 0 si vous ne l'arrêtiez pas. Parce qu'isuprel, c'est exactement l'antagoniste des bêta-bloquants. Donc vous pouvez le mettre si vous laissez les bêta-bloquants, on n'est pas rendu. L'autre chose, on a dit l'hypokaliémie, ça favorise. Donc
Est-ce qu'elle n'a pas un traitement? Arrêt du Lasix, dans le traitement étiologique. Ce qu'il faut quand dans un énoncé, vous voyez des traitements, il faut les noter dans un petit coin. De la même façon, à chaque question, vous posez la question de ces traitements, est-ce que je les garde ou pas? Donc ça, c'est des petites choses, les avoir dans un coin à chaque fois. De la même façon, elle est sous lévothyrox, qu'est-ce que vous en pensez? On le laisse? Donc c'est une bonne chose. Et puis on va faire aussi un bilan, on va vérifier sa kaliémie, on en parle depuis tout à l'heure. On va vérifier sa TSH. L'hypothyroïdie, c'est pourvoyeur de bradycardie aussi. Donc quelles sont les autres indications de l'Isuprel? Donc l'Isuprel, c'est essentiellement chronotrope positif. Les indications, ça va être toutes les bradycardies mal tolérées, typiquement le BAV3. Les troubles de conduction sévères, mal tolérés, un BAV3 à 30 par minute, vous allez le mettre sous Isuprel le temps de passer le cap. Alors la sonde d'entraînement, elle arrive après, on la met en cas d'échec du traitement médical. D'autres questions? La question 4 alors. Alors, j'ai mis que c'était un arrêt cardio-respiratoire sur trouble du rythme ventriculaire. Donc là, tu peux préciser à type 2. De torsade de pointe. Voilà. C'est une urgence thérapeutique, libération des voies aériennes, mettre en place une canule de Guédel, débuter un massage cardiaque en urgence avec 30 compressions alternées avec 2 insufflations et ventilation au ballon dès que possible, en FiO2 à 100%. Et après, j'ai parlé du choc électrique externe. Donc je crois que quand c'est monophasique, on fait ça à 200, puis 250, puis 300. Tu t'arrêtes à 260 ans. Ah non, monophasique 300. Monophasique, ouais. Donc voilà, renouveler donc, en augmentant la puissance si échec. Et avec une surveillance continue au scope et surveiller régulièrement s'il y a une reprise de la ventilation et un retour en rythme sinusal. D'accord. Donc globalement, la prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est assez standardisé. Vous la connaissez assez bien. Il y a une chose importante, quand la patiente est hospitalisée, fait un arrêt cardio-circulatoire devant vos yeux sur un trouble du rythme, la première urgence, c'est de choquer, en toute priorité. Parce que vous faites tous très bien le massage cardiaque, la libération des voies aériennes, la voie veineuse périphérique, etc. L'urgence, c'est vraiment de choquer. Le trouble du rythme, si on choque tout de suite, la plupart du temps, ils reprennent une conscience et une hémodynamique normale. Donc il n'y a pas besoin de les ventiler, de les emmener en réa, etc. Si on traîne, ça se complique. Donc vraiment, le choc électrique, il fallait que ce soit une priorité chez vous. Après, tout le reste, c'est la conduite standardisée que vous connaissez très bien, effectivement. Prévenir, libérer les voies aériennes, masser, le choc. Et en cas d'échec du choc, on maintient le massage pendant 2 minutes, puis on vérifie le rythme et le pouls. On refait un choc et si besoin, adrénaline. Tous les troubles du rythme peuvent dégénérer en asystolie. Des choses qui arrivent, on choque, c'est tracé plat. Là, qu'est-ce qu'on fait? Adré. Bon, c'est assez simple. Avant, on mettait bicarbonate, etc. Tout ça, on oublie. C'est adré, choc s'il y a un trouble du rythme, point. Et ventilation assistée si échec de plusieurs chocs. L'indication à la sonde d'entraînement, c'est quand tu as récupéré un rythme bradycarde. C'est-à-dire que là, tu es dans le cadre du trouble du rythme, tachycardie ventriculaire. La sonde d'entraînement, elle ne va pas réduire ta tachycardie ventriculaire. Sauf si tu es avec un rythmologue spécialisé qui sait faire ça. Les rythmologues, des fois, ils montent des sondes en intraventriculaire et ils déclenchent des petits chocs en intraventriculaire. Ça, on ne va pas le faire dans tous les hôpitaux. Donc, tu accélères la fréquence cardiaque avec ton Isuprel. Si l'Isuprel ne fonctionne pas, là, il faut faire quelque chose. Auquel cas, c'est la sonde d'entraînement. Est-ce qu'on peut mettre de l'adrénaline dans une FV résistante au choc? Oui. Il faut mettre de l'adrénaline dans une FV résistante. Question suivante. Donc on met une sonde d'entraînement électrosystolique. Bon, voilà, donc on l'a longuement dit. L'adresse bradycarde, elle est sous le traitement maximal que vous avez mis. Donc on met la sonde d'entraînement électrosystolique.
Donc j'avais mis de surveiller la radio de thorax après ça. Bon, je ne voulais pas coter dans les notes parce que personne n'y a pensé. C'est une ponction veineuse centrale. Souvent on passe par voie jugulaire ou sous-clavière. C'est un bon réflexe à avoir de vérifier qu'il n'y a pas de pneumothorax après ce type de geste. Question suivante. Alors les deux étiologies les plus probables, il y a l'hypokaliémie, iatrogène parce qu'elle avait des diurétiques de Lens. Ensuite, peut-être une dysthyroïdie, une hyperthyroïdie. Alors resitue un petit peu le problème. L'hyperthyroïdie, ça donne... Je sais pas, ça peut pas donner des trous. Ah non, c'est bradycarde à la base, donc voilà. Plutôt une Ça donne hypothyroïdie. plutôt des tachycardies. Là, le problème à la base, c'est une bradycardie qui est la cause de la torsade de pointe. Donc iatrogène, oui, iatrogène, même doublement iatrogène. Il y a le lazilix avec l'hypokaliémie et les bêta-bloquants avec la bradycardie secondaire aux bêta-bloquants. On peut évoquer l'hypothyroïdie. Moi, je ne l'ai pas évoqué dans ma correction, mais on pouvait l'évoquer. L'autre cause, tout simplement, chez une personne âgée, c'est une cause dégénérative. Il y a quelqu'un qui l'a mis. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles dégénèrent au niveau du nœud sinusal, elles deviennent bradycardes. Et donc ça, malheureusement, il n'y a pas de traitement étiologique à donner. Donc iatrogène, dégénératif et hypothyroïdie. C'est les trois principales causes. Et donc la prise en charge quand on a ces trois causes. Je vais doser la caliurèse pour voir si elle n'est pas augmentée. Et éventuellement supprimer le lazilix ou bien rajouter de l'aldostérone. Supprimer le lazilix, ouais. Oui. Rajouter du potassium, oui. La caliurèse, elle va être augmentée chez une patiente sous lazilix. Ensuite, je sais pas, je vais faire une TSH pour voir s'il n'y a pas une hypothyroïdie. Et éventuellement augmenter la supplémentation. Et puis après, je vais la supplémenter en potassium. Péros. Et puis je vais supprimer aussi les bêta-bloquants. Je vais changer la thérapie, enfin je vais changer son traitement de l'hypertension. Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc changement du traitement de l'hypertension, oui. Surtout les bêta-bloquants, ça c'est contre-indiqué chez elle. L'arrêt du lazilix, très bien. La supplémentation potassique, très bien. Là, ta patiente, elle a une sonde d'entraînement électrosystolique. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce que c'est. Donc, tu as une ponction veineuse qui est soit là, soit en sous-clave, soit en fémorale, avec un truc électrique qui déclenche ton cœur à 80 ou 70 par minute. On la laisse comme ça ? Peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Je sais pas, je peux mettre un pacemaker à la place ou non ? On peut mettre un pacemaker à la place. L'idée, c'est, on a deux étiologies. Soit c'est iatrogène, soit c'est dégénératif. Si c'est iatrogène, quand on va corriger la kaliémie et qu'on va éliminer les bêta-bloquants, ça va rentrer dans l'ordre. Et donc, on pourra enlever la sonde d'entraînement et laisser la patiente rentrer à la maison en lui expliquant bien que si elle perd de nouveau connaissance à la maison, il faut qu'elle revienne nous voir et qu'on ne lui donne plus jamais de bêta-bloquants. Et que si adapter le traitement antihypertenseur, tu l'as déjà fait, et surveiller sa kaliémie à la maison régulièrement. Elle a déjà fait une hypokaliémie grave avec un trouble de conduction et trouble du rythme. Si ça ne récupère pas, malgré l'arrêt des médicaments potentiellement en cause, c'est que c'est dégénératif, auquel cas ça ne récupérera pas, auquel cas on va mettre un pacemaker à ce moment-là. Et là, on aura le droit de lui mettre tous les bêta-bloquants qu'on veut, on surveillera toujours sa kaliémie, on l'éduquera toujours et on adaptera toujours son traitement pour la tension. C'est clair ? Donc les messages simples, la torsade de pointe, c'est un trouble du rythme ventriculaire un peu particulier, parce que sa cause, c'est la bradycardie. Donc le traitement, ça va être l'accélération de la fréquence cardiaque, le traitement préventif, et non pas l'accordarone qui est potentiellement bradycardisant, comme il y en a beaucoup qui l'ont mis, et puis le traitement des causes. Et c'est un aspect électrique assez caractéristique. Là, retenez l'électro, si vous en voyez un, ça vous sautera aux yeux. C'est très souvent sur bradycardie. Enfin oui, c'est sur bradycardie. J'avais une petite remarque, il y en a beaucoup qui ont mis un DEF implantable. Le défibrillateur, c'est en cas de trouble du rythme grave, mais sans cause réversible.
Là, on est dans le cadre, parce que vous l'avez mis en même temps que la cause iatrogène. Vous avez bien pensé à l'hypokaliémie, etc. Là, on a des traitements qui sont efficaces sur son trouble du rythme. Donc, il n'y a pas besoin d'un défibrillateur implantable.